Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre des escales littéraires Book Club le matin. On est très heureux de vous accueillir dans ce bel espace du Sofitel Rabat Jardin des Roses. Et notre invité pour cette rencontre est une personne avec qui j'ai beaucoup d'échanges. C'est une grande passionnée de lecture et de littérature. C'est une journaliste. C'est une scénariste, c'est aussi une grande militante de la condition de la femme. Et aujourd'hui, il vient nous présenter avec Aude un livre qui s'intitule « Des femmes guettant l'annonce », que moi j'appelle un livre engagé, puisqu'il parle d'une thématique de société, une thématique qui touche l'actualité marocaine. On est tous au courant du débat actuel sur la réforme du Code de la famille. Et c'est l'un des sujets qui interpelle notre société. Et donc, j'aimerais vraiment féliciter, remercier Fedwa et Aude pour ce magnifique travail. Alors, pour l'échange et pour la modération de cette rencontre, nous avons avec nous notre ami Rachid Boufous, qu'on ne présente plus, à qui je cède tout de suite la parole. Merci, bonsoir. Nous sommes très heureux et très honorés d'être aujourd'hui parmi vous dans ces escales littéraires organisées par le Book Club du groupe Le Matin et dans ce magnifique hôtel Sofitel Jardin des Roses qui nous accompagne dans ces événements culturels. Fedwa Misk et Aude Masso, bonsoir. J'ai l'honneur et le très grand plaisir de présenter aujourd'hui une œuvre culturelle en même temps littéraire et artistique, qui est en soi un événement, car ce n'est pas courant d'écrire un récit en bande dessinée, et encore moins de traiter un sujet de société sérieux, à savoir l'interruption volontaire de grossesse, sur ce même format de bande dessinée. Aujourd'hui, je vous présente la bande dessinée réalisée par nos invités, qui s'intitule « Des femmes guettant l'annonce ». La question de l'interruption volontaire de grossesse reste un sujet tabou dans notre société musulmane, marocaine et conservatrice. Malgré les avancées en matière de statut personnel depuis la réforme de la Moudawana en 2004, l'avortement, comme choix volontaire des femmes qui ne désirent pas tomber enceintes pour diverses raisons, demeure sévèrement puni par la loi, même si les pouvoirs publics admettent que ces actes puissent se faire dans l'intimité d'un cabinet médical sous le sceau de la nécessité, tout aussi médicale. Toutefois et par moments, les esprits s'échauffent et la question de l'avortement devient un sujet premier d'une bataille politique entre les tenants d'un conservatisme rigoureux de la société et, entre parenthèses, les modernistes qui souhaitent faire avancer la condition des femmes afin que celles-ci bénéficient des mêmes droits qu'en Europe, et alors même que nous voyons des régressions, même dans les sociétés occidentales, sur cette question, notamment aux États-Unis. Alors, je passe aux questions. Fedwa et Aude, bon, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu la BD, de quoi parle-t-elle? Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de me prêter à cet exercice-là. C'est un peu bizarre parce qu'on a présenté la BD hier à Casablanca avec Driss, Rachid, et j'ai l'impression qu'en fait, je suis en train de me répéter. Donc, je vais faire en sorte de ne pas donner les mêmes réponses, les mêmes éléments de réponse qu'hier, et surtout essayer de garder autant d'authenticité et de clarté et de sincérité que possible, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, le livre parle d'un voyage périlleux de 3 femmes qui sont à la recherche d'une solution pour interrompre une grossesse non désirée. Et tout cela arrive en plein débat social et voilà quoi, médiatique sur la question de l'avortement.
Alors, pour ceux qui se rappellent un petit peu du débat de 2015 et de toutes les discussions, les échanges, tout le travail fait par le Conseil national des droits humains pour justement recueillir des témoignages, pour essayer un petit peu de donner des solutions. Et voilà quoi, on avait beaucoup d'espoir, même si entre nous le débat a été enclenché sur un triste événement, c'est celui de la suspension du professeur Shafiq Chreibi. Mais parfois, quelques malheurs donnent lieu à des éclaircies. Et on avait là un rendez-vous avec l'histoire. Et tout le monde a accepté de discuter cette question à la demande de Sa Majesté. Et donc, on était plein d'espoir, féministes, jeunes femmes, citoyennes marocaines. Et en fait, l'espoir a été, je me permets le jeu de mots, avorté, avec une proposition qui ne nous comblait pas, qui ne nous satisfaisait pas, puisqu'on avait élargi les cas d'avortement aux victimes de viols, d'inceste, etc. Et donc pour moi, c'était une annonce décevante. Et donc je suis restée sur cette fin. Et j'ai voulu restituer ce moment d'attente qu'on a vécu dans ce voyage-là que vont entreprendre nos trois protagonistes. Et à la fin du voyage, eh ben, cette annonce-là même de 2015 va survenir. Et voilà quoi. C'était pour dire qu'elle ne sauvait aucune des femmes qui avaient un problème dans cette bande dessinée. C'est une bande dessinée aussi qui parle du soutien que les femmes peuvent trouver auprès d'autres femmes. Ça parle beaucoup de sororité. Ça parle aussi de la persécution des médecins. Parce que automatiquement, à chaque débat, à chaque scandale autour de l'avortement, les autorités vont vraiment faire une chasse aux sorcières. Ils vont persécuter des médecins. Il y a à peine quelques années, on a eu aussi une affaire qui a défrayé la chronique et qui a donné pour conséquence l'arrestation d'un médecin de plus de 70 ans. Et quelle triste façon de finir sa carrière que de se retrouver en prison pour avoir sauvé une femme. Et donc du coup, pour moi, c'était important de parler de ça. Et donc j'ai choisi d'en parler dans ce livre. Alors, Aude, vous êtes chargée de la partie picturale, du dessin, donc de cette bande dessinée qui est sur 156 pages. Vous restituez les ambiances de la vie marocaine dans cette BD avec beaucoup de justesse et aussi d'humour, hein, dans la mise en scène, etc. J'ai été franchement frappé par l'interaction entre un texte puissant, mais aussi avec des images aussi tout aussi puissantes, hein, qui nous restituent au fait la réalité de ce drame, de cette aventure, de ce road trip entre ces deux personnes, enfin ces trois personnages. Et donc, comment vous vous êtes imprégné donc du Maroc, de son ciel, de ses odeurs, que l'on sent presque à travers cette BD? Merci. Merci Rachid pour ces compliments. Merci beaucoup à tous d'être venus. Moi, je fais mon métier d'illustratrice de bande dessinée depuis une quinzaine d'années. J'ai fait des études d'art, j'ai fait une grande école d'art appliqué en section bande dessinée à Bruxelles. Et j'ai fait plusieurs albums avant Des femmes guettant l'annonce. Mais pour celui-ci particulièrement, je me suis beaucoup imprégnée des lieux en fait qui sont représentés dans l'album, puisque j'ai fait plusieurs voyages au Maroc. Et j'ai fait notamment 2 résidences assez longues organisées par l'Institut français. Et du coup, j'ai vraiment pu me documenter sur tous les lieux, visiter les villes qui sont présentes dans l'album, faire le voyage entre Casablanca jusqu'à Essaouira. Je suis pas allée jusqu'à Agadir, mais enfin, j'ai quand même fait un road trip avec Fedwa. D'ailleurs, on l'a fait ensemble. Pour vraiment faire des croquis. En fait, je faisais des carnets et m'imprégner des lieux. Vraiment, c'était hyper important pour moi qu'il y ait une authenticité dans tout, quoi.
c'est-à-dire les lieux aujourd'hui que nous voyons dans la BD, vous les avez réellement visités, vous les avez croqués, etc. Donc Voilà, tout à fait, oui. J'ai vraiment fait un gros travail de documentation bien avant de commencer les pages de bande dessinée, avant même d'avoir lu le scénario fini. J'avais déjà commencé à visiter un peu les villes qu'il y a dans l'album. Et comment, si je peux vous demander, enfin poser cette question, comment vous est venue l'idée au fait de collaborer ensemble, parce que vous êtes un peu, enfin, un milieu de vous rencontrer au fait à la base, parce que oui, alors en fait, moi je reprends un petit peu la jeunesse de la création de cette bande dessinée. Donc moi j'ai fait une première résidence en 2021, organisée par l'Institut français de Meknès. Je me suis rendue donc à Tanger dans un premier temps où la résidence commençait. C'était une résidence itinérante et on devait voyager jusqu'à Meknès en passant par plusieurs villes. Et c'était une résidence vraiment d'illustrateurs. Donc on était 5 artistes, on partait ensemble et on n'avait pas forcément à la base de sujet, mais il fallait trouver une thématique à aborder et la restituer en page de bande dessinée. Et moi, je voulais absolument parler d'une thématique contemporaine. Je voulais a priori parler plutôt des femmes parce que je suis aussi féministe et engagée et ça m'intéresse. Et donc quand je suis arrivée à Tanger, je me suis rendue à la librairie Insolite et j'ai demandé à la libraire de me conseiller des œuvres de littérature de femmes marocaines contemporaines. Et c'est ainsi que j'ai découvert le travail de Fedwa, puisque j'ai acheté sa pièce qui s'appelle Nos mères. Je l'ai lue et ça m'a beaucoup plu parce que son écriture, je la trouvais forte, de par le fait que c'était très engagé et aussi assez humoristique, et donc ça parlait plutôt au grand public. Et je me suis dit, ça pourrait être super en bande dessinée. C'était vraiment la première impression que j'avais, puisque c'était aussi très visuel, et les personnages étaient super, etc. Et donc, peu après, j'ai décidé de contacter Fedwa pour la rencontrer. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à échanger et à parler d'une éventuelle collaboration. J'ai commencé par adapter un extrait de sa pièce, puisque pour la résidence, il fallait restituer une histoire courte en bande dessinée de 12 pages. Donc j'ai fait ce travail-là, toujours en m'inspirant des lieux, parce que ça se passait au Maroc, et donc j'avais fait des carnets avant d'observation sur Tanger notamment. Et puis après, on a continué à échanger. Et au fur et à mesure du temps, on a évoqué l'idée de faire un album entier ensemble. Et c'est là où Fedwa m'a proposé ce scénario des femmes guettant l'annonce, puisque elle, c'était une thématique qu'elle souhaitait aborder depuis longtemps, qu'elle avait déjà des idées de scénario en tête. Et elle s'est dit, en bande dessinée, ça pourrait marcher. Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. Alors, Fedwa, vous abordez un sujet délicat au Maroc, à savoir la question de l'avortement. Et dans votre bande dessinée, vous comptez les péripéties de 2 femmes, une mariée et l'autre pas, dans un long road trip à travers le pays, à la recherche d'un, entre parenthèses, un médecin sauveur, en quelque sorte. Comment vous est venue l'idée d'aborder cette question avec ces 2 personnages ? Alors, comme je disais tout à l'heure, l'idée, j'avais une idée j'avais le désir de parler de cette thématique depuis 2015, de me dire, il faut que j'écrive quelque chose pour dire que ce sujet n'est pas encore entériné, En fait, j'avais l'impression que ça a été mis dans une armoire fermée à clé, et qu'on avait juste perdu notre temps à faire des plaidoyers et que c'est bon, c'était fini. Et je voulais ressortir ce sujet-là, et je ne savais pas comment. Bien sûr, moi j'écrivais déjà. J'écris soit des enquêtes journalistiques, soit un récit, et donc je pensais à un roman. Et donc il y a eu cette rencontre avec Aude qui me propose cette idée, et c'est là que j'y ai pensé. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est possible de le faire en BD? Et en fait, ça m'a pris peut-être un jour de réflexion où je me suis dit, en même temps, un sujet aussi sérieux, aussi délicat, peut-être que si je le mets en BD, il y aura moins de pathos et que les gens vont venir à bout du récit, parce qu'ils vont être attirés par des éléments graphiques, par un dessin agréable et tout ça. Et en plus de ça, comme c'est visuel, je me suis dit,
ça va peut-être interpeller davantage l'empathie des gens, parce que on va voir des visages, on va mettre un nom sur des femmes qu'on n'entend jamais, tout simplement parce qu'elles se cachent, et que peut-être que ça va susciter l'empathie et tout ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. En plus de ça, pour ne pas sombrer dans le pathos, j'ai ajouté des situations un peu tragicomiques. Parce que ces femmes-là vont partir rencontrer une guérisseuse qui va sortir les aiguilles à tricoter. Ils vont partir chez l'herboriste qui, tout en les jugeant, prépare des choses et qu'il va leur faire payer à beaucoup d'argent. Ils vont rencontrer pas mal de gens un peu loufoques. Et je me suis dit, et des médecins qui sont pas très cool aussi, parce qu'il y en a. Donc je me suis dit, en fait, il y a moyen de forcer le trait tragicomique et faire un récit pas léger, mais digeste sur cette question-là. Et voilà quoi, c'était un pari que j'ai fait. J'ai écrit ce synopsis, je l'ai envoyé à Aude, elle a adoré. Et puis après, ça s'est passé tellement rapidement avec l'éditeur qui a aussi adoré. On a eu peut-être juste une petite discussion dans un Skype où on était en train de se mettre d'accord, où il demandait justement à comprendre certaines spécificités du Maroc, culturelles. Mais il y avait aussi une discussion sur les personnages masculins, et ça j'aimerais bien le partager parce que très souvent, vu de l'Occident, le patriarcat est le fait d'hommes, et donc forcément tous les hommes sont de gros misogynes, désagréables et méchants et injustes envers les femmes. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait en sorte que le mari de Malika ne le soit pas du tout, et qu'il soit juste quelqu'un de limite attachant, un peu compétent sur le bord, il sert à rien, mais en même temps, c'est pas quelqu'un de désagréable, au contraire, il est là, il soutient. Et puis tous les autres hommes misogynes, ils sont représentés par leur absence. Parce que pour moi, il y a un personnage dont on parle pas beaucoup, mais c'est un personnage fantomatique. C'est une jeune femme, Angela Barros. Et je peux le dire, aujourd'hui, je l'ai rencontrée, cette femme, pour de vrai, dans un cabinet. Et j'ai compris qu'elle était là pour l'avortement et qu'elle a quitté, parce qu'il l'a quitté en pleurant. Et elle me hante depuis ce jour-là. Et je me suis dit, cette femme-là, c'est la majorité des jeunes femmes. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'avortement, on pense à des jeunes femmes complètement émancipées, libres sexuellement, qui s'assument, qui ont la maturité intellectuelle aussi de revendiquer des droits, alors que c'est souvent des femmes démunies, peut-être qui n'ont pas de culture, pas d'éducation, qui tombent dans ces situations-là. Et elles ne trouvent pas de solution. Et en général, c'est toujours... Alors, être femme, c'est déjà difficile, mais être femme pauvre, c'est encore plus. Et donc, pour moi, la misogynie des hommes se traduit par cette absence d'accompagnement et de soutien de cette femme victime. Et tu disais hier, justement, que dans l'écriture de ce scénario, en fait, de ce récit, tu étais parti sur quelque chose de beaucoup plus, tu avais fait quelque chose comme 70 pages, tu as été obligé, en fait, de charcuter après, En fait, c'est à cause d'elle. Oui. Non, en fait, moi, je suis quelqu'un de très bavard. De toute façon, vous avez dû le comprendre. Je parle beaucoup et donc j'écris beaucoup et je suis très verbeuse dans mes dialogues et tout ça. Oui. Et arrête de dire oui. Comment ça, oui? Donc, je suis assez verbeuse et donc elle me demande un scénario de 50 pages. Et je me dis 50 pages, mais c'est quoi 50 pages? Non, je vais en faire 70. Et là, elle m'explique que chaque page de texte équivaut à 3 pages de dessin. Et donc 70, ça fait 210 pages. Oui. Mais j'étais super frustrée parce que j'avais déjà l'impression de ne pas avoir tout dit. Parce que je voulais faire le plaidoyer, certes, mais je voulais aussi raconter l'histoire et introduire une dramaturgie et tout ça. Et ça prenait beaucoup de place. Donc ça m'a coûté de couper jusqu'à 50, mais même dans les 50, on a coupé. On a été obligé de couper parce que justement, je parle beaucoup. D'accord. Alors, Aude, dans la bande dessinée, on a toujours des
des ambiances un peu, enfin en matière chromatique, les couleurs dominantes, on a beaucoup de bleu ciel, mais parfois on a des couleurs plus vives. On a un jaune citron qui arrive un peu, puis on a de l'orange. Enfin, il y a toujours, c'est toujours en relation avec les personnages, avec les situations. C'est une mise en scène d'ailleurs qui est fabuleuse. Hein. Ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, le texte et l'image font vraiment bloc. Hein. On ne peut comprendre cette BD qu'en faisant la relation entre les deux. Et vous démarrez le dessin, enfin la bande dessinée, avec une scène tragique au départ et en même temps très puissante. Est-ce que c'est une volonté clairement affichée de planter ainsi le décor en guise d'introduction, qui t'a choqué, le lecteur? Oui, alors en fait cette scène, comme l'a rappelé Fedwa hier, ce que j'avais complètement oublié, n'était pas du tout la scène d'ouverture au départ, mais c'était avec les discussions qu'on a eues après de couper et aussi d'aménager certaines scènes, d'en déplacer, etc., qu'on a décidé de mettre celle-ci en ouverture. C'est une scène violente, mais que je trouvais hyper forte pour entrer dans l'album, parce que c'est une scène qui pourrait arriver tous les jours, dans l'anonymat le plus complet, et limite tout le monde s'en fout. Et du coup, ça plante bien le sujet dès le départ. C'est-à-dire, on va vous parler de ça. Et comme ça met le lecteur tout de suite en condition qui va lire quelque chose, voilà, qui est important et grave. Et effectivement, on voulait vraiment prendre le lecteur au dépourvu dès le début de la lecture pour que après, quand on commence à partir avec les personnages, on sache déjà pourquoi c'est sérieux, quoi. Et pourquoi elles sont en danger, et pourquoi c'est dramatique, etc. Donc c'était la volonté, oui, c'était... Ouais, je pense pas que ça aille jusqu'à choquer, ou peut-être les jeunes lecteurs. C'est clair que c'est pas une BD à mettre dans les mains des enfants trop jeunes. Mais voilà, il faut voir la réalité en face, en fait. C'est ça qu'on avait envie de dire. C'est que, voilà, on va vous parler sans tabou. Arrêtons de nous cacher derrière un mouchoir. On parle de choses réelles et graves. D'autant plus que c'est très intéressant parce que la BD aujourd'hui, bon, ça parle beaucoup plus à la jeunesse. Et comme vous le disiez hier ensemble, bon, il y a un souci en matière d'éducation sexuelle aussi à l'école pour toute cette jeunesse, notamment dans les écoles marocaines, où il y avait peut-être des choses dans les années 70, mais qui ont été supprimées après. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un ouvrage comme ça, écrit dans une langue française, bon, qui n'est pas à la portée de tous, quand on sait que la majorité aujourd'hui des lecteurs préfèrent les livres, même les BD qui sont en arabe, est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourriez faire une traduction de cette bande dessinée en arabe, ou est-ce qu'on n'est pas encore prêt au Maroc à avoir pour le large public ce genre d'ouvrage qui est didactique aussi, hein, c'est pas simplement... Non, mais moi, limite, il faut qu'on arrête avec cette question. Les Marocains sont prêts, les Marocains ne sont pas prêts. J'ai l'impression qu'on en fait trop. C'est de l'excès de zèle, c'est de la surprotection. Les Marocains sont capables de tout encaisser et de voir la vérité en face. Et puis, quand bien même ça fasse jaser un moment, au contraire, ça va faire de la pub. Mais pour la traduction, moi, je pense que c'est très possible, oui. C'est même souhaitable. Moi, je ne rêverais que de ça. Maintenant, les enjeux de la traduction et les rouages de la traduction dans l'édition veulent que la BD marche déjà dans sa version française et que qu'un éditeur puisse y trouver un enjeu financier aussi. Oui. Après, il peut y avoir aussi un éditeur qui veut le faire pour l'engagement. Et moi, je ne pense absolument pas qu'il y ait un problème de langue. D'accord. Au Maroc, je ne pense absolument pas que les Marocains trouveraient ça choquant. Et si c'est le cas, ben tant mieux pour eux. Hein. On a besoin de quelques ondes de choc de temps en temps pour se réveiller, parce que c'est une réalité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent sur des cabinets de fortune, sur des... Alors justement, c'est là où je veux en venir avec ma dernière question, pour qu'on laisse la place aussi aux questions, à l'échange avec la salle. C'est que je rappelle que vous êtes médecin de formation à la base,
Et puis, vous êtes en premier lieu concerné, en fait, par cette situation, parce que certainement que vous l'avez rencontré, là, vous la portez. On nous parle, moi je suis un observateur de la scène politique, médiatique, etc. Il y a beaucoup de chiffres qu'on assène. Silsarabi est là. Bon, on a parlé d'un certain nombre de cas d'avortement clandestin. On parle de 800 avortements par jour. On parle de cette enfance abandonnée. On parle de beaucoup de difficultés des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question de l'avortement aujourd'hui au Maroc, avec toutes ces problématiques qu'on n'arrête pas de nous asséner médiatiquement, mais j'aimerais bien avoir l'avis de la professionnelle que vous êtes, parce que vous êtes en premier lieu par rapport à ces... Enfin, alors, je suis pas en premier lieu parce que je suis pas praticienne, oui. Je suis pas gynéco, je suis oui. pas dans la fonction publique pour justement assister à ces incidents. Peut-être que ça, c'est une question qu'on posera plus tard à professeur Chafer Chawaibi. Si je trouverai pas un meilleur recours pour en savoir plus, mais sincèrement, je suis intéressée vraiment à 1000% en tant que femme citoyenne, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a pas une femme qui n'a pas été amenée ou au moins à prendre connaissance d'une histoire d'avortement dans son entourage, d'assister à des drames, de suivre les péripéties, ou alors de constater tout simplement les dégâts et les morbidités à long terme concernant des femmes qui ont réussi à avorter ou celles qui n'ont pas réussi à avorter. Et je pense que justement, tu n'as pas arrêté de répéter le mot asséner par les médias. Les médias n'assènent rien. Moi, pour moi, les médias ne parlent pas assez de ces questions. Et même pire encore, il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui parlent en moralisateur. Oui. Et qui parlent avec beaucoup de jugement, en humiliant un petit peu voilà quoi, des victimes, et en minimisant un petit peu leurs problèmes et leur détresse réelle. Donc peut-être que je suis pas en première ligne pour connaître pour avoir des données chiffrées. Mais je suis une femme d'aujourd'hui entourée de milliers de femmes avec une sensibilité, une fibre disons militante, et rien que ça. Bien sûr, le fait que j'ai été en faculté de médecine me rend un peu plus sensible, mais déjà ma sensibilité de femme est exacerbée concernant cette question. Alors, à l'heure où on voit, par exemple, un peu dans le monde, enfin, qui nous entoure, un peu moins dans les pays arabes, mais surtout dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution française. On voit paradoxalement dans des pays qui étaient en avance, par exemple aux États-Unis, que certains États aujourd'hui reviennent sur l'autorisation de l'interruption et interdisent carrément à ce que des femmes puissent avorter. En tant que citoyenne, en tant que personne qui défend justement le droit des femmes, la liberté individuelle en général, quel message adressez-vous aux autorités publiques marocaines dans ce sens? Quels sont vos souhaits? Alors, avant de parler des souhaits, j'aimerais bien parler de cette question de retour en arrière dans certains pays occidentaux. En fait, c'est fortement lié à la montée de l'extrémisme de droite un peu partout dans le monde, parce que c'est la lutte pro, soi-disant vie, est un argument de force des militants d'extrême droite partout dans le monde. Et comme ils montent, automatiquement il y a ce retour en arrière dans tous les pays. D'ailleurs, même en France, s'il n'y avait pas ce débat qui revient en première ligne, il n'y aurait pas eu cette inscription dans la Constitution. Il n'aurait pas eu besoin. Mais on a eu besoin parce que justement, il y a eu une menace. Mais par rapport au Maroc, aujourd'hui, on a un grand débat sur la nouvelle réforme de la Moudawana, sur les libertés publiques. Qu'est-ce que vous... Alors, pour moi,
depuis toujours, je dis que l'avortement, c'est une question de santé. Oui. C'est une question de santé publique et elle doit tout simplement regagner sa place de question de santé publique, revêtre ce caractère intime oui. Qui ne doit être partagé qu'avec son médecin. Qu'avec oui. son médecin traitant. Oui. Et que ce soit au médecin de décider si oui ou non la dame aurait droit à l'avortement, en sachant très bien qu'il y aura forcément des médecins qui vont refuser sans dans le droit de conscience. Mais il y aura d'autres qui vont accepter et que ce soit une décision qui se traite entre médecins et patiente. Et je fais quand même confiance à nos médecins oui. parce que un médecin, c'est quelqu'un qui se rapproche, c'est celui qui se rapproche le plus de son patient, qui est au fait de son état de santé mentale, physique, mais aussi sociale. Et très souvent, les médecins justement qui ont l'habitude d'aider des victimes, c'est parce que l'enjeu n'est pas forcément financier et pas en premier lieu en tout cas. L'enjeu est surtout humain. On a envie d'aider une femme parce qu'on sait très bien que ce qui l'attend si elle garde cet enfant, c'est la stigmatisation, elle va être reniée, c'est l'humiliation et cet enfant lui-même qui n'a pas demandé à venir et qui n'est pas désiré. Quel avenir on lui réserve. Donc finalement, pour moi, c'est une question à traiter avec son médecin traitant. Et je trouve ça drôle d'ailleurs que sur cette question aussi intime que le désir ou non d'avoir un enfant, tout le monde se mêle de cette question, alors que sur d'autres sujets politiques, économiques, les gens préfèrent déléguer ça au bon vouloir du gouvernement, quel qu'il soit. Oui. Donc pour moi, c'est une question intime et je pense que la femme a le droit d'être considérée comme citoyenne, que son droit à la vie, parce que ce que j'aime bien, ce que je trouve drôle dans les arguments des pro-vie, c'est qu'on parle d'une vie hypothétique qui n'est pas encore indépendante, qui n'est pas encore sortie du corps de la mère. Est-ce qu'on oui. peut parler vraiment d'une vie? Alors que la vie de la mère qui existe déjà depuis une vingtaine d'années au minimum, on n'en parle jamais. Elle passe toujours au dernier plan. Justement, parce que quand on le voit, par exemple, sur la loi en France, il y a une extension du délai légal pour pratiquer une IVG, c'est-à-dire elle est passée de 8 semaines à 12 semaines. Et donc, il y a un comité d'éthique derrière et des choses derrière. Je crois savoir aussi qu'au Maroc, avec la réforme du code pénal, on va peut-être dépénaliser cela et rendre aujourd'hui cette question de l'avortement du ressort unique du médecin traitant, d'accord, et de ne plus stigmatiser justement les femmes. Est-ce que vous seriez pour une réforme qui irait dans ce sens, où on délègue tout au médecin? La logique voudrait cela, tout en sachant que des conservatismes existent dans la société et que du point de vue religieux, on parle beaucoup plus d'âme, de corps, etc. Que effectivement, avant 12 semaines, l'embryon n'est pas encore juridiquement formé. Est-ce que ça serait intéressant de s'acheminer vers une logique comme ça, sur la formation en fait, juridique de l'embryon en quelque sorte? Alors déjà, on n'arrête pas de parler de religion et tout ça. En tout cas, moi, je parle du Maroc, je m'en fous de ce qui oui. se passe en Occident. Mais on a tendance à copier beaucoup les lois, donc c'est oui, pour ça que je dis aussi. Alors si on copie les lois, on arrête d'invoquer et d'évoquer oui. la religion musulmane, oui. Oui. parce que dans la religion musulmane, il n'y a rien dans le texte coranique qui interdit l'avortement. Rien du tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des rites, Malikites, Hanabila, Shafi'ites, et en fait, ils sont pas d'accord entre eux. Tout à fait. Donc, et d'ailleurs, comme disait Sana El-Haji hier, notre rite est le plus rigoriste sur la question, alors que dans d'autres rites, c'est plutôt mkrouh, ou alors complètement légal, il n'y a aucun problème dessus. Ce n'est que chez nous
que c'est interdit. Ce D'accord. n'est que chez nous que ça prend autant de d'ampleur. Et donc du coup, ceux qui me parlent de religion, moi je leur dis non, vous n'êtes pas totalement dans le juste, dans le vrai, parce que dans le texte coranique, il n'y a rien qui Et donc, à votre avis, on devrait placer, parce que c'est une question de santé publique, on Oui, devrait pour peut-être moi, placer c'est ça chez les professionnels, chez les médecins. Absolument. D'accord. Et moins politiser cette question, parce que... Moi, je pense que c'est la meilleure façon, parce que sinon, si on politise, les débats peuvent continuer ad vitam aeternam. Et le problème, c'est que ça devait la vie humaine, la vie des femmes, va être un enjeu politique, va être un enjeu électoral. Et ça, c'est pas possible. C'est indiscutable qu'on puisse mettre les femmes marocaines en danger pour arriver à un pouvoir ou quelconque contrôle sur la société. Alors, dernière question, Aude. Alors, j'ai été, comme je vous l'ai dit hier, j'étais ravi de lire votre BD que j'ai avalée d'une traite tellement elle est passionnante. Est-ce que il vous viendrait à l'idée de continuer un peu sur la même lancée ensemble, nous raconter autre chose, enfin d'autres faits de société, parce qu'on est, franchement, je reste sur ma faim et je me dis, elle est où la suite au bout de 156 pages, tellement j'ai envie que ça soit même quand on sait les saisons, enfin des bandes dessinées, les tomes, etc., sur beaucoup de séries. Est-ce que ça vous viendrait pas à l'idée d'aller sur autre chose, enfin dans le même registre? En fait, moi, oui, bien sûr, je suis pour prolonger la collaboration avec Fedwa, parce que déjà, j'ai adoré travailler avec elle. C'était un plaisir de bosser sur son scénario, qui était hyper bien écrit, hyper pro. Là, je parle vraiment du côté technique, mais c'est pas toujours le cas. Moi, je bosse parfois avec des reporters où ça peut être, où je dois les accompagner, en tout cas sur l'écriture. Avec Fedwa, c'était fluide. Ce que j'aime bien dans son écriture aussi, c'est que ses personnages, ils sont forts, ils traversent des émotions, ils sont drôles, et du coup c'est un plaisir de dessiner des personnages aussi bien campés. Donc oui, bien sûr. Après, il y a les thématiques, que ce soit au Maroc ou ailleurs, pour moi elles sont inépuisables. Il y en a partout des histoires. Il suffit de se poser en terrasse dans un café et d'observer les gens, et on trouve des histoires, de lire des articles et on trouve des histoires. Donc il y aura toujours plein de choses à raconter. Après, là, cette histoire des femmes guettant l'annonce n'est pas prévue pour être transformée en série, parce que, je sais pas, après c'est à Fedwa de décider, mais par contre, les personnages, on pourrait les retrouver dans d'autres histoires. Ça, c'est pas forcément un problème. Faut voir. Alors, je parlerai pas du personnage mystère, pour ne pas spoiler. Et c'est franchement, il y a un personnage qu'il faut absolument découvrir. On s'y attend absolument pas. On est en plein milieu de la BD et il nous tombe dessus. Sincèrement, bravo Fedwa, bravo Aude pour ce magnifique ouvrage que je vous invite à acquérir. Je vous remercie encore pour votre présence. Merci.